Ce soir, nous vous livrons la recette d'un numéro de cache bien pimenté. D'abord, lire des rapports indigestes. Ensuite, passer des heures au téléphone avec nos informateurs. Vous voulez que je vous rappelle à 15h? D'accord. Et là-dessus, une pointe de tableur Excel. C'est ça, les ingrédients d'un bon cache. L'inconvénient, ça prend du temps. Bonne nouvelle, on a décidé de passer en mode fast investigation. Désormais, tout sera chronométré. Un coup de fil à un témoin, 30 secondes maximum. Mais vous l'avez vu, vous, directement? Non? Bon, c'est pas grave, on arrive. Lire un rapport, pas plus de 60 secondes. Trouver une idée de sujet, 15 secondes. Il y a un feu de poubelle pas loin, tu fonces. Le tournage, 70 secondes. Pas besoin de descendre. En zoomant, ça passe. Les témoins, Élise doit en interviewer 10 par jour, à la chaîne. Au suivant. Vous allez peut-être trouver nos enquêtes moins consistantes. Pourtant, nous nous sommes inspirés des méthodes de fabrication d'un de vos fast-food favoris, McDonald's. Que vous soyez né en France, aux États-Unis ou en Azerbaïdjan, il y a une forme que vous identifiez parmi des milliers. Nul besoin de vous la montrer en entier. Rien qu'avec ce morceau de lettres, vous reconnaissez McDonald's. La force de frappe de McDonald's, un budget pub énorme. En 2020, d'après nos calculs, il s'élevait à 2,3 milliards d'euros. Au cœur de cette stratégie publicitaire existe une arme de séduction massive, le jouet dans le Happy Meal. Cette idée du jouet gratuit a germé dans un cerveau génial que nous avions retrouvé pour l'un des premiers numéros de Cache. Il est là, au fin fond de l'Arizona, sous un grand chapeau de cow-boy. Il appartient à Roy Bergold, l'homme à la tête de la pub chez McDonald's pendant plus de 30 ans. Nous avions remarqué que les enfants ne prenaient pas un menu complet. Ils prenaient un sandwich avec une boisson ou bien des frites avec une boisson. Alors on s'est demandé comment pourrions-nous réussir à vendre aux gamins à la fois un sandwich, des frites et une boisson. Et c'est là qu'on a trouvé l'idée du Happy Meal, avec la nourriture à l'intérieur et le jouet. Si vous pouvez attirer un enfant à 4, 5 ou 6 ans chez McDonald's, il va probablement continuer à venir quand il sera adolescent, puis adulte, et puis il viendra avec ses enfants. Donc si vous avez $1 à dépenser dans le marketing, dépensez-le sur les enfants. C'est redoutablement efficace. En 1979, Roy lance donc le Happy Meal et la première publicité qui va avec. Vos enfants vont adorer le Happy Meal. C'est un hamburger ou un cheeseburger, des frites, une boisson et un biscuit. Le tout dans notre boîte Happy Meal, avec des jeux, des blagues et un jouet. Un jouet! Depuis, on en a vu des pubs Happy Meal à la télé. McDonald's cible les enfants. Et pour cela, la marque doit constamment se renouveler. Ben oui, parce que des bambins devant un poste de télévision de salon, il n'en reste plus beaucoup. Ils préfèrent d'autres médias, les réseaux sociaux et surtout YouTube. Sur cette plateforme, le M de McDonald's est très présent. La marque a pénétré le monde des jeunes influenceurs. Ces enfants stars se sont fait une spécialité, se filmer en train de déballer et de vanter des produits, le unboxing. Comme les deux frères, Swan et Neo. Leur chaîne sur YouTube compte plus de 5 millions d'abonnés. Je commence par le rap, ça te donne trop envie là depuis tout à l'heure. Il est super bon, voilà. Donc on a du bacon, du poulet, du fromage, de la tomate, de la salade, une bonne sauce là. Ça va être bon. Hein. Regarde, les cadeaux de la Meal. Alors ça, vas-y, on va regarder les autres. Donc là, des cartes Pokémon apparemment. Là, on a encore des cartes Pokémon. S'agit-il d'initiatives spontanées de ces enfants et de leurs parents? Ou bien McDo est-il à la manœuvre?
Dans cette vidéo qui date de 2017, McDonald's semble avoir donné un sacré coup de main au petit Swan. Pour cette rentrée, on vous présente une nouveauté, construction. Merci McDo, mon restaurant préféré. Ou encore dans celle-là, qui date aussi de 2017, sur une autre chaîne YouTube pour enfants. Alice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors, aujourd'hui, vous l'avez deviné, c'est une vidéo spéciale McDonald's, puisqu'ils nous ont envoyé ce gros colis. McDonald's a envoyé 7 colis à chacune des deux familles, juste pour l'année 2017. En langage publicitaire, cela s'appelle du placement de produits. La multinationale utilise-t-elle cette pratique pour cibler les enfants? Nous avons joint par téléphone un responsable du marketing chez McDonald's. C'est vrai qu'on a recours parfois à l'influence, surtout à destination sociale. Effectivement, on peut demander à des influenceurs famille, ce qu'on appelle les influenceurs famille. Et comment vous faites justement pour qu'ils parlent des produits, de la nourriture McDonald's? On les pousse dans leur service en disant des messages à la pratique. Et dans ces cas-là, vous les rémunérez? Ça dépend. Ça dépend du contrat qui est signé avec eux. Et j'ai compris. D'accord. Merci. Quel impact ces vidéos ont-elles sur les enfants? Des chercheurs suisses de la Haute École de gestion de Neuchâtel ont étudié ce qu'il se passe dans leur cerveau. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Pardon, ouais. On ne sait plus. Ça va? Julien Tartaglia est spécialiste des neurosciences et du marketing. Et on va rentrer dans le bureau et normalement, il y a Souren. Avec son collaborateur, Souren Gunawardena, ils ont mené une série d'expériences avec des enfants. Aujourd'hui, nous allons reproduire l'une d'entre elles avec Noah, 7 ans, le fils de Julien Tartaglia. Salut Noah. Salut. Comment tu vas? Nous lui montrons une vidéo de Swan, dont il est déjà fan. Elle date de 2017. Noah est équipé de lunettes qui nous permettent de voir en direct ce que ses yeux regardent précisément dans l'image. Il focalise d'abord son attention sur la bouche de Swan, en train de dévorer des frites. Puis très vite, son regard est attiré par l'énorme colis. Et c'est qui ce petit bonhomme en bas? Est-ce qu'il te dit quelque chose? Oui. C'est qui? McDo. Je crois que c'est un cadeau McDo. Parfait. Et ce genre de vidéos, là, comme celle de Neo et Swan, tu en regardes beaucoup sur YouTube? Ouais. Est-ce que tu crois que c'est des vidéos de publicité? Non. Non? Les deux chercheurs ont montré des vidéos de ce genre à 60 enfants pour leur étude. Les bébés, les trucs chocolat. 81,7% d'entre eux n'ont pas détecté l'intention publicitaire de ces programmes. Une grande différence avec la pub à l'ancienne et une aubaine pour la marque. D'habitude, dans une publicité traditionnelle, l'enfant comprend que c'est de la pub à partir de quel âge? 4-5 ans. Dès 4-5 ans. Ouais, dès 4-5 ans, un enfant fait la différence sur les indices perceptuels, on va dire, de la publicité. C'est un format plus court, il y a plus de couleurs, c'est plus dynamique, etc., etc. Et là, avec ces vidéos de type YouTube unboxing, à partir de quel âge l'enfant comprend que c'est de la publicité? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que si on regarde notre étude, on avait des enfants qui allaient de 4 ans à 13 ans. Et malgré tout, même les enfants qui étaient, dans les 10, 11 ans, 12 ans, de temps en temps ne percevaient pas ça comme de la publicité. Dans l'étude, vous parlez de publicité clandestine. C'est quoi de la publicité clandestine? Alors, la publicité clandestine, c'est quand c'est de la publicité qui ne vous dit pas que c'est de la publicité. Comme on ne perçoit pas que c'est de la publicité, on n'a pas de défense. On n'est pas en train de se dire « oui, mais il y a quelqu'un qui veut me vendre quelque chose ». C'est beaucoup plus efficace qu'un média traditionnel. Les petits spectateurs qui regardent ces chaînes YouTube s'identifient à ces enfants qui leur ressemblent. Ils les considèrent presque comme des copains. Le message est d'autant plus efficace. Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est que 48% donc, des enfants qui ont entre 8 et 15 ans demandent, lorsqu'ils ont vu des vidéos YouTube de type unboxing, à avoir les produits, les jouets ou si c'est des produits alimentaires, aux parents.
D'ailleurs, le soir même, Noah a longuement insisté auprès de son père pour manger chez McDonald's. D'après les chercheurs, cette publicité clandestine serait donc plus efficace qu'une publicité traditionnelle. Elle serait aussi beaucoup moins coûteuse pour McDonald's. Comparons les deux. D'un côté, la télévision. Selon McDonald's, la production d'un spot publicitaire peut leur coûter entre 200 et 600 000 euros. De l'autre côté, nous avons la chaîne YouTube du Petit Swan, par exemple. D'après la marque, il n'a pas été payé pour faire cette vidéo. Un placement de produit à 0 €. Enfin, si, il faut compter la fabrication des jouets et l'envoi du colis. Allez, un bon 50 € pour une vidéo qui sera vue plus de 2 millions de fois. Pratique, ces petits influenceurs. Pourtant, officiellement, l'entreprise s'était engagée à ne pas faire de placement de produits à destination des enfants. C'est écrit dans ce texte, le EU Pledge. La compagnie promet de ne pas faire de publicité de produits aux enfants de moins de 12 ans. Et cela concerne aussi le placement de produits. Donc, jusqu'en 2019, McDonald's ne respectait pas ses propres engagements. Depuis, ils affirment ne plus avoir recours au placement de produits chez les influenceurs de moins de 17 ans. Vous savez désormais comment McDonald's attire les enfants. Ne soyez pas jaloux, ils visent aussi les parents. Avec un mot d'ordre, déculpabiliser. Sur le site de McDonald's, une donnée incroyable. 1512, c'est le nombre de menus Happy Meal différents possibles. Et un bel engagement. McDonald's porte une attention particulière à la qualité nutritionnelle des produits proposés aux enfants. Formidable. Vous ne verrez donc pas d'inconvénient à ce qu'on vérifie. Promis, juré, on ne va pas vous faire le coup de vous expliquer que les frites, c'est gras, la glace, c'est calorique, et le soda, c'est sucré. Nous, on va d'abord s'intéresser au Happy Meal, le plus diététique, nuggets, tomates, pommes et de l'eau. 236 calories seulement. Mais aussi à l'aliment star des Happy Meal, le cheeseburger. Que contiennent ces menus à destination des enfants ? Correspondent-ils vraiment à leurs besoins ? Bonjour. Vous êtes Corinne Chiche-Portiche ? Absolument. Corinne Chiche-Portiche est médecin nutritionniste. Oui, je vous ai apporté quelques petites provisions, mais j'ai franchement besoin de vos lumières de nutritionniste, là. On va en parler. Nous soumettons ce repas au médecin. Je vous apporte un menu. À première vue, qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça ? On ne peut que féliciter a priori McDo d'avoir intégré, et là on a des fibres. On les a dans les tomates, on les a dans les pommes, on se dit super. Est-ce que pour autant, on va avoir un repas qui va être complet pour un enfant ? On va regarder la quantité. 4 nuggets, 69 grammes. Un petit paquet de tomates, 61 grammes. Et en dessert, 82 grammes de pommes. Eh ben, la quantité de ce repas est insuffisante. Un enfant qui ne va pas avoir un repas suffisant pour arriver à satiété, il va être content parce qu'il a été chez McDo, il est content parce qu'il a mangé ses nuggets, c'est vraiment les parents vont être contents parce qu'il a mangé des tomates et des pommes. C'est ça. Mais à 4 heures, on risque de le payer cher. Et donc, on a des gamins qui peuvent avoir un goûter un peu trop volumineux. Vous me dites qu'aucun enfant ne peut se nourrir avec des portions pareilles. C'est pas suffisant. Pourtant, chez McDo, moi j'ai remarqué dernièrement, ils affichent les informations nutritionnelles. Voilà, ils affichent les calories, les matières grasses, les glucides, le sel, les fibres. C'est une photo un peu globale, mais clairement, c'est une photo insuffisante. On n'a pas notamment tout ce qui est oligo-éléments, on n'a pas les vitamines, on n'a pas les minéraux, on n'a pas le fer notamment. Le fer qui est un des constituants principaux dans la croissance et le développement de l'enfant. Où on en trouve ? Eh ben, notamment, quand on va manger un cheeseburger, on se dit, tiens, eh ben, avec la viande rouge, on va apporter finalement du fer à l'enfant. Du fer dans les cheeseburgers. Mais en quelle quantité ? Nous les faisons analyser par un laboratoire certifié. Il a fallu les couper, les broyer, les mettre dans des machines qui font... Et puis...
mais aussi à la fin, nous avons su au microgramme près tous les nutriments qui s'y trouvaient. Nous montrons ces résultats à Corinne Chiche-Portiche. On regarde ensemble les résultats des analyses et là on voit fer. Donc on voit 1,2 mg pour 113 grammes. 113 grammes. Qui est le poids du cheeseburger. Voilà. Alors on sait que globalement, les recommandations en termes d'apport en fer pour un enfant de 7 ans, c'est aux alentours de 11 mg par jour. Donc on peut imaginer 5,5 mg au déjeuner et 5,5 au dîner, ce qui peut représenter une bonne répartition. Ben là, on en est loin quand même, non? Et bien là, oui, non, on est à 1,2 mg, ce qui est largement insuffisant. Ah, il y a peut-être une solution. Un cheeseburger, 2 cheeseburgers, 3 cheeseburgers, 4 cheeseburgers. Et puis on va le couper en 2. Et là, j'arrive à 5,5 mg de fer, donc c'est ce qu'il faudrait pour un repas. Oui. Donc du coup... Alors, vous avez atteint votre objectif d'avoir l'ensemble du fer dont vous avez besoin par rapport au repas pour l'enfant. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais en parallèle de ça, vous avez explosé littéralement le compteur en calories, en graisse, et donc c'est absolument pas compatible avec une alimentation équilibrée pour un enfant. D'après vous, des nutriments, au début, il y en avait. Enfin, il devait y avoir du fer dans ce bœuf. Ils sont passés où, ces nutriments? Alors en fait, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a des produits dits ultra transformés, hyper transformés. Et en fait, ça détruit, ça modifie les nutriments originels de l'alimentation. C'est l'ultra-transformation des aliments qui fait en fait disparaître les nutriments. On a tout un tas de mécanismes industriels qui vont finalement éloigner des qualités originelles de l'aliment. Pour moi, c'est des calories qui doivent rester exceptionnelles. On n'est pas sur une alimentation optimale pour l'enfant. Des repas destinés aux enfants qui ne correspondent pas à leurs besoins nutritionnels. De la publicité clandestine qui aurait été à l'encontre des propres engagements de McDonald's. Qu'en pense Naofal Trabelsi, le PDG de McDo France? Durant plusieurs mois, nous lui avons proposé une interview télévisée, qu'il a refusée. Puis, Élise a tenté de le joindre. La messagerie orange de Naofal Trabelsi. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, monsieur Trabelsi, bonjour, c'est Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je me permets de vous appeler, vous le savez peut-être, mais on est en train de mener une enquête sur McDonald's. Et dans ce cadre, on aimerait vraiment faire une interview de vous assez longue, qui vous permettrait d'exposer vos arguments. J'attends votre appel, merci infiniment. À très bientôt, au revoir. Il n'a jamais rappelé. 3 semaines plus tard, Première Ligne, l'agence de presse qui produit Cache Investigation, reçoit une lettre d'avocat menaçant d'engager toute procédure judiciaire à l'encontre de la société Première Ligne. Eh oui, ça se passe comme ça chez McDonald's. Et ça se passe comment chez Cache Investigation? Eh bien nous, on a décidé d'aller en boîte de nuit. Ce soir, se tient la soirée annuelle de McDonald's. Le PDG, Naofal Trabelsi, a invité 500 de ses collaborateurs dans un lieu branché de la capitale. Là, c'est nous, on l'attend, et le voici. Monsieur Trabelsi, bonjour, Zoé Debussière, je suis journaliste pour Cache Investigation. Je suis désolée, on essaie de vous solliciter pour des questions qui concernent vos 75 000 salariés et puis aussi des millions de consommateurs. Est-ce que vous accepteriez de nous répondre très rapidement, s'il vous plaît, monsieur Trabelsi? On vous a dit, madame, qu'on vous répondait par écrit. Oui, mais vous savez qu'on fait de la télévision. Comme je vous le disais, c'est une très bonne chose que vous nous posiez des questions par écrit. Oui. Ça nous permet de vous répondre tranquillement. Oui, mais justement, nous, on vous offre la possibilité d'une interview très tranquille. On a découvert, par exemple, que dans vos cheeseburgers qui sont destinés aux enfants, on trouve 4 fois moins de fer que pour les recommandations pour un enfant de 7 ans sur un repas. Comment vous expliquez que votre viande soit si pauvre en fer? Vous envoyez vos questions par écrit. Oui, monsieur, je comprends bien, mais c'est très compliqué, s'il vous plaît. Monsieur Trabelsi, s'il vous plaît, une interview, s'il vous plaît, pour Cache Investigation. Notre tentative d'interview s'arrête là. Mais un communicant qui travaille pour McDonald's nous rejoint. Vous êtes ce qu'il faut, c'est bon? Bah oui, on a tout ce qu'il aurait faut, aimé avoir une une interview en bonne et due forme. Oui, mais ça, on vous a déjà répondu sur le sujet. On vous a dit que vous ne répondez pas par écrit. L'interview, c'est jamais par écrit. C'est le principe d'une interview, c'est un face-à-face. Vous passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Oui, c'est ça. Bonne soirée. Les seuls éléments que McDonald's a bien voulu nous apporter sont donc à l'écrit. 8 pages de réponses.
Mais on fait quoi avec ça? Cash, c'est de la télévision. Nous avons donc dû nous débrouiller. Recréer, comme on a pu, le porte-parole le plus célèbre de la marque, Ronald McDonald. Ça va? Vous n'êtes pas trop phobique des clowns? Bonjour Ronald. D'après nos informations, votre cheeseburger contient moins de 25% des recommandations à faire pour un enfant de 7 ans. Pour couvrir ses besoins, il devrait donc en manger 4,5 sur un seul repas. Qu'en dites-vous? Nous ne comprenons pas votre résultat. Notre cheeseburger apporte environ 40% des recommandations d'un repas. Désolé Ronald, nous ne comprenons pas non plus votre résultat. Nous maintenons notre chiffre de 25%. Nous l'avons établi à partir des recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES. Parlons maintenant de vos placements de produits destinés aux enfants. Comment se fait-il que vous n'ayez pas respecté le EU Pledge que vous avez mis en place? Le cadre EU Pledge n'intègre pas de mesures dédiées à la communication digitale. Pardon Ronald, mais nous avons une nouvelle fois relu votre EU Pledge. Il y est bien écrit que tout placement de produit est interdit depuis fin 2016, quels que soient les supports. En octobre dernier, l'UFC Que Choisir a d'ailleurs déposé plainte à ce sujet pour pratiques commerciales trompeuses. McDo a un pouvoir magique. On a beau savoir que c'est gras, salé et sucré. Une fois de temps en temps, il faut avouer que chez Cash, nous avons du mal à résister. Grégoire mange les frites 3 par 3. Marie, elle, trouve que le 280 manque de sauce. Alors elle a une astuce. Mathieu, il a su garder son âme d'enfant. Il engloutit son Happy Meal et garde le jouet pour sa fille. C'est mon petit jeu, moi. Et nous ne sommes pas les seuls à aimer les nuggets. En France, près de 2 millions de repas sont vendus chaque jour. Après les États-Unis, notre pays est celui qui rapporte le plus à l'enseigne. Les restaurants McDo français, c'est 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Mais ce succès Maxi Best-of reposerait aussi sur des salariés sous pression. Nous avons recueilli des témoignages d'employés qui décrivent une réalité sociale bien moins appétissante. Des conditions de travail peu reluisantes. Désormais, les toilettes sont fermées à clé et il faut demander l'autorisation au manager pour y aller. Est-il normal que l'une de mes managers m'envoie régulièrement dans le vestiaire pour me punir? Je me suis servi un verre d'eau. Mon manager me l'a retiré des mains et l'a brutalement vidé dans l'évier. Nous n'avons pas le droit de boire sans son autorisation. Nous n'avons pas de prime, pas de 13e mois, pas de CE, pas droit à la parole, pas de syndicat. Depuis que les cuisines ont été réorganisées, nous travaillons à la chaîne. Nous avons mal partout et nous finissons nos services totalement assommés. Ces témoignages viennent de restaurants différents. En France, 75 000 personnes travaillent pour l'enseigne de burgers. Que se passe-t-il derrière les caisses de l'un des plus grands employeurs privés au monde? Nous avons demandé à McDonald's de nous ouvrir ses portes. Ils ont refusé. Pour mieux comprendre les conditions de travail des salariés, une seule solution. Infiltrer chez McDonald's nos meilleurs agents avec du matériel dernier cri. Voilà vos instruments, 000. Jumelle caméra, téléphone périscope, décodeur de messages et la valise. Ok, rendez-vous chez McDonald's. N'oubliez pas, nom de code, Happy Meal Espion. Notre espionne chez McDonald's sera Rebecca, l'une des journalistes de l'équipe de Cash. En pleine pandémie, un restaurant franchisé l'a embauchée. Première découverte, le contrat de travail. Il est de 15 heures par semaine. Surprenant. Et quand on dit surprenant, en fait, c'est carrément illégal. Le Code du travail le stipule clairement.
la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Comment ce franchisé McDonald's va-t-il s'y prendre pour lui faire signer un contrat qui ne respecte pas le code du travail? Équipée d'une caméra cachée, Rebecca est reçue par l'assistante administrative du restaurant. Bonjour. Visiblement, elle est au courant qu'elle propose une durée de travail sous le minimum légal. Parfait, je te remercie. Normalement, les contrats doivent être d'une valeur de 24 heures minimale. Mais pas de problème, elle a la solution. Il suffit de faire croire que c'est Rebecca qui demande un si petit contrat et que l'employeur lui accorde gentiment une dérogation. Et c'est pour ça que je te demandais de faire un courrier à côté, manuscrit, en indiquant que, bah voilà, que tu souhaites actuellement un contrat de 15 heures semaine. Même si c'est pas vrai. L'idée, c'est pas de mentir, c'est juste de justifier qu'on n'ait pas fait un plus gros contrat. Donc, pour nous, c'est parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'heures. Même si toi, je sais que tu souhaiterais plus d'heures, le petit courrier, c'est simplement pour dire, bah voilà, notre salarié souhaite bien avoir un contrat de 15 heures semaine. C'est pour dire que ça vient de moi. Que oui, que tu étais d'accord pour avoir ce contrat, même si c'est pas ce qui te va à 100%, on va dire, mais quelque part, si t'es venu, c'est quand même que ça te convient. Sous la dictée de sa supérieure, Rebecca va donc écrire sa demande de dérogation volontaire pour un contrat de 15 heures par semaine, c'est-à-dire 65 heures par mois. Donc j'écris quoi? On peut mettre « je sous-signé » du coup avec mon prénom déjà. Souhaite avoir un contrat de 65 heures par mois. Par mois. Bah, peut-être dans le but de pouvoir cumuler un deuxième emploi par la suite. Qu'est-ce que t'en penses? Dans le but de pouvoir cumuler un deuxième emploi par la suite. Ouais. Et je signe. Ouais. Pour ce temps partiel, Rebecca sera payée 500 € par mois. Mais bon, comme le dit la dame, elle n'a qu'à cumuler un deuxième emploi. Sauf qu'il y a une autre contrainte. Même si Rebecca s'apprête à ne travailler que 15 heures par semaine, elle doit être disponible bien plus que cela. Ça, c'est les plages de disponibilité. Du lundi au vendredi sur les plages 8h30, 20h30. Donc c'est bien des plages de disponibilité au sein desquelles tu peux être planifié. C'est écrit très précisément sur le contrat de Rebecca. Elle doit être à la disposition du franchisé McDo 60 heures par semaine, mais elle travaillera 15 heures pour 500 € par mois. Du coup, ça veut dire que sur ces plages, je dois être tout le temps disponible pour McDo. Alors, il faut qu'on puisse compter sur toi. Et ça change régulièrement. Enfin, les plannings, ouais, ils changent toutes les semaines. C'est juste pour voir si je trouve un autre boulot, enfin, vu que c'est un petit contrat. Pour t'organiser, ouais. Alors, ouais, je comprends. Après, ouais. c'est le principe chez McDo, ouais, c'est que c'est flexible. Par contre, ça varie tout le temps. Donc, Flexible, c'est surtout illégal. La convention collective de la restauration rapide interdit à l'employeur de demander comme disponibilité plus de 3 fois le nombre d'heures travaillées. Donc, pour un contrat de 15 heures par semaine, le franchisé McDo aurait dû demander 45 heures de disponibilité maximum à Rebecca et non 60. Dès le lendemain, alors qu'elle s'apprête à commencer sa première journée de travail, Rebecca découvre qu'elle n'est pas la seule à avoir signé ce type de contrat. Tu travailles combien d'heures par semaine, toi? bah, 15 heures. 15 heures aussi? Ouais. Oui, c'est ça, c'est les contrats les plus récents. Tous les 15 heures, parce qu'ils veulent pas plus. Après une formation théorique de quelques heures, Rebecca est plongée dans le grand bain. Ce qui la frappe immédiatement, c'est le vacarme auquel les employés McDo sont exposés chaque jour. Les machines produisent un bruit sourd, auquel s'ajoutent des bips permanents. Chaque appareil a son propre son, et chaque son donne un ordre aux équipiers. Nous allons vous traduire tout ça en langage humain.
Les bips continuent. Sans arrêt. Tant que la tâche n'est pas accomplie par le salarié. Confirmé. C'est la hantise des équipiers McDonald's. Cette semaine, je vais dans la tête, même chez moi maintenant. Ah ouais? Ah ouais, non mais au bout d'un moment, enfin, moi, je deviens folle avec des bouillons. Ah ouais, là ça m'a donné vraiment faim. Dans cette ambiance musicale, Rebecca se familiarise avec son poste. Et surtout avec le rythme de travail chez McDo. Espèce 32 et 33. 33, c'est laquelle? Celle-ci. Merci. Merci, au revoir. Bon appétit. C'est un peu le poste-pièce, il y a beaucoup de choses à faire. On se rend pas compte, mais il y a les commandes Uber. La chambre de commandes, des fois les fameux propres boissons, plus encaisser les gens qui arrivent. Du coup, c'est un peu sportif. C'est un peu, ça va vite quand même. Ouais. Là encore, ça va, on n'a pas trop de monde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans les rares moments où ce n'est pas la course, le directeur, les mains dans les poches, la rappelle alors. Alors, Rebecca, pas de main dans les poches, pas de facilité. N'hésite pas, tu vois, s'il y a besoin, parce que tu fais des boissons avec là où tu remplaces les boissons. Ok. Aucun temps mort. Un peu avant midi, le rythme s'accélère. C'est le rush. Même certains managers craquent. Donc la journée se termine. Alors que tous les salariés travaillent à une cadence très élevée, il y a un problème. Les clients et les livreurs affluent et attendent leur commande bien trop longtemps. Les CV 58, ça fait 30 minutes. Moi j'ai la 60. Ça fait 40 minutes, la CBC 62. Bon, je vais demander, merci. Au point de perdre patience et de s'énerver contre les salariés. Ouais. Vous pouvez pas mettre plus renseigné pour sortir une commande McDo, c'est pas possible. Oui, mais je fais ce que je peux avec les commandes que j'ai là, monsieur. Je vais regarder après, mais là, je demande pour s'il vous plaît. Oui, bah j'entends bien. Maintenant, je fais ce que je peux avec les commandes que j'ai là. Vous n'avez pas sorti? Oh, putain, C'est le manager ici qui te plaît. Rebecca demande de l'aide au directeur. Les Uber, ils demandent des explications. Ils demandent un manager. Ça arrive, c'est tout. En vain. En 1 heure, nous calculons que l'équipe doit envoyer plus de 200 menus. Lorsque la pause arrive, les 12 salariés présents ce jour-là sont épuisés. Ça va, c'est un peu speed, je trouve. Ouais, quand on est peu, finalement. Et pourquoi on est si peu? Ils réduisent les coûts, donc du coup, pour réduire les coûts, comment on fait? On réduit les effectifs. En cuisine, il aurait fallu 2 personnes de plus. Tu vois, pour que ça suive correctement. Ah ouais, quand même. Parce que si toutes les journées, au final, ça devient comme ça, on est très vite fatigué, on n'a plus envie de revenir. Ouais, je te cache pas que je suis dans un sale état. Depuis peu, je suis sous calmant, en fait, parce que nerveusement, je suis détruit. Ces rythmes, épuisants pour les employés de ce McDonald's, seraient liés à un manque d'effectifs. Un problème qui semble ici récurrent. Pourtant, les restaurants McDonald's peuvent estimer très facilement le nombre de salariés dont ils ont besoin. Clara est directrice adjointe dans le restaurant d'une autre franchise McDo. Elle y travaille depuis plus de 20 ans. C'est elle qui gère les plannings. Elle accepte de nous raconter le système, à condition de rester anonyme. Il faut savoir que McDo, au-delà de ce qu'on peut penser, il a de très bons outils de travail. On va lui rentrer des données. On va prendre les données de l'année dernière. Voilà, le logiciel, il va nous dire, voilà, l'année dernière, tu as fait tant. Moi, aujourd'hui, je te propose tant d'équipiers. Un équipier est censé vous rapporter 100 €. S'il y a 1800 €, il faut que vous ayez au minimum, normalement, 18 personnes. Le ratio serait donc simple. Un équipier pour 100 € de chiffre d'affaires prévu par heure. Ce que nous ont confirmé plusieurs managers. Sauf que ce ratio ne serait pas toujours respecté. Il faut que vous soyez productif. Voilà, moi, si je voulais trop staffer, on me disait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est trop. Tu me reprends les plannings et tu coupes. Moi, c'est tu coupes les plannings. Tu coupes, ça veut dire que t'enlèves des gens? T'enlèves des gens. Donc, ce que nous, on va faire, pour être en dessous, parce qu'on vous dit que ça va vous faire gagner de l'argent, c'est au lieu de mettre les 18 personnes qu'il faut, moi, je vais en mettre 14. Les 14 vont faire un travail de 18, ou je vais même baisser jusqu'à 12. En fait, je vais rendre productive mon équipe. Je vais les accabler de tâches, mais ça va être tellement répétitif qu'à force, ils vont le faire, le refaire et s'adapter.
Ce sous-effectif qui semble organisé dans le restaurant où travaille Clara existe-t-il ailleurs? Dans le McDo de Rebecca, c'est la même situation. Souvenez-vous du rush. Le chiffre d'affaires prévu pour cette heure-là était inscrit 1 722 €. Ils auraient dû être 17 à travailler. Ils n'étaient que 12. À la fin du service, lorsque la directrice adjointe s'attable avec eux, Rebecca comprend que c'est tout à fait volontaire. Depuis qu'on arrive, on fait plus d'argent qu'avant. Qu'avant le confinement? Ouais. Bah, la rentabilité, elle a augmenté et le chiffre d'affaires, il a augmenté. Ah ouais, du coup, c'est plus rentable depuis le... Ouais. Je suis fatiguée aussi. Et pourquoi vous n'embauchez pas plus? Parce que ça reste plus rentable. Clara, en tant que directrice adjointe, affirme avoir longtemps participé à ce système. Aujourd'hui, elle se rend compte qu'il génère un grand stress pour ses équipes et pour elle-même. J'ai l'honnêteté de dire, et je vous l'ai dit, je m'en cacherai pas, j'ai eu un management même agressif, oui. C'est ce qu'on m'a appris à faire, mettre la pression. Un équipier à qui tu mets pas la pression, un équipier qui n'a pas peur de toi, il ne te respecte pas. Ça, c'est les valeurs qu'on m'a dites pendant plusieurs années. Il m'est déjà arrivé de hurler. On y va là, dépêche-toi, tu leur mets cette pression permanente. Là, tes temps, ils sont pas bons. Allez, tu t'applaudis, mais allez, on y va. Vas-y, sors sa commande, sors les commandes à emporter parce qu'il faut que le client, enfin, c'est méchant, mais faut qu'il dégage le plus vite du restaurant. On a des pleurs, des cris. J'ai des équipières qui lâchent le terrain. Tu t'embrouilles. Tu te fous une telle pression à toi-même que tu as cette angoisse permanente qui est crispée tout le rush. Des salariés stressés, sous pression. C'est bizarre parce que nous, côté client, nous trouvons que désormais, il est très facile de commander. Avant, on faisait la queue. On regardait la file d'à côté qui avançait plus vite. Et puis quand on arrivait enfin à la caisse, il fallait se dépêcher pour commander. Parfois, on laissait carrément tomber, parce que la file d'attente était beaucoup trop longue. Mais un jour, il y a eu la révolution. McDo a promis de préparer chaque produit à la commande. Il a installé de grosses tablettes tactiles à l'entrée des restaurants, des bornes. Et comme il y en a plein, vous pouvez commander tranquillement, hésiter, puis payer. Pour nous clients, une sensation de fluidité. Mais en coulisses, c'est plutôt cauchemar en cuisine. Moi, je sais qu'à l'époque, je cauchemardais de la borne. Antoine Gillon est salarié de McDonald's depuis 10 ans. Il travaille dans l'un des restaurants de la région parisienne qui appartient directement à la marque. Quand je suis arrivé, il n'y avait que des caisses classiques, des employés qui prennent les commandes des clients. Chacun avec sa propre caisse, chacun gérait son propre rythme. Et généralement, vous pouvez cumuler 3, voire 4, si vraiment vous êtes chaud, 4 commandes en simultané. Mais forcément, à partir d'un certain temps, vous êtes obligé de mettre une pause. Et donc, si effectivement les clients qui sont tout au bout de la file, ça les embête d'attendre, ils finissent par aller ailleurs. Avec la borne, les clients ne se rendent absolument pas compte de l'attente qu'il y a devant eux. Tant qu'une borne est ouverte, un client peut commander et il n'y a aucun moyen de mettre une pause. On ne peut pas dire non, là j'ai 20 commandes, par exemple, je suis tout seul, je ne peux pas gérer. Tant que la borne est allumée, des clients peuvent continuer à commander en permanence et ça continue. À cela se sont ajoutés en 2017 les livraisons Uber Eats, puis Deliveroo. En plus des bornes et donc de toutes ces commandes qui s'affichent, on va avoir la livraison à domicile et donc une situation où n'importe qui n'est pas sur place sur le restaurant, qui ne se rend absolument pas compte de la situation sur place, peut commander. Nous, on est quand même dans une situation particulière dans notre restaurant où on a systématiquement plus de personnes qui veulent venir commander chez nous que de personnes qu'on est en capacité réelle d'accueillir. Du coup, vous pouvez avoir à gérer combien de commandes en même temps parfois ? Le plus gros que j'ai vu, c'est une 50aine de commandes. Ça, c'est la révolution des bornes. L'autre bouleversement a lieu en cuisine. C'est le système full restaurant.
Un nouveau nom pour un vieux concept. Le travail à la chaîne. Je me rappellerai toujours, dans les premiers temps, des mots du superviseur qui un jour nous a dit là, vous êtes comme chez Peugeot, vous êtes dans le Peugeot du burger. Le Peugeot du burger. Voici comment ça roule. Un salarié met les pains à toaster, puis les passe au suivant. Un salarié les remplit de garnitures, puis les passe au suivant. Un salarié met la viande dans le burger, le referme et envoie le tout en bout de chaîne. Là, un salarié vérifie et assemble le menu complet. Et il y a aussi les spécialistes, ceux qui cuisent des steaks pendant des heures, ou ceux qui restent à la friteuse durant tout le service. Au cours de notre enquête, nous avons contacté une trentaine de salariés. Tous nous affirment que le passage en full restaurant a eu des conséquences sur leur santé. 3 d'entre eux acceptent de témoigner. Ils ne se connaissent pas. Antoine Materne a été équipier pendant 8 ans dans un McDonald's franchisé. Sarah est équipière depuis 2 ans. Pour garder son emploi, elle préfère rester anonyme. Ses propos seront donc répétés, mot pour mot, par une comédienne. Abdel, lui, est manager. Il travaille chez un franchisé depuis 18 ans et souhaite également protéger son identité. Nous leur avons demandé de reproduire les gestes des équipiers en cuisine, au rythme du rush. Une chorégraphie millimétrée et éreintante pour leur corps. Un rush, ça peut durer 2 ou 3 heures, non-stop, à faire les mêmes gestes tout le temps, tout le temps. Quand je sors d'un service, je suis épuisée. J'ai beaucoup plus de douleurs physiques. On nous met des postes soit trop hauts où il faut aller chercher, ou alors à ras du sol. Moi, j'ai une douleur au dos constante, en fait, constante. Il y a certains de mes collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi. Ils n'arrivent même plus à faire tous les mouvements du poignet. Et il y en a même pour qui le simple fait d'écrire, c'est devenu un calvaire. Aujourd'hui, poste à frites, il y a un écran qui nous indique les portions de frites à préparer. Et cet écran se situe à peu près au niveau du plafond. Donc, on est tout le temps en train de regarder l'écran et de faire des frites. Donc, à la fin de la journée, on a mal au cervical. De la panière, en elle-même, il y a 750 grammes de frites, plus le poids de la panière, qui varie entre 500 et 600 grammes. Des fois, on plonge 6 panières en décalage de 30 secondes par panière. Donc en fait, toutes les 30 secondes, vous faites ce geste? Presque toutes les 30 secondes, 30 à 40 secondes. C'est toujours la main droite qui travaille, toujours la même main qui travaille pendant des heures. Hein. En un rush, les équipiers peuvent soulever jusqu'à 300 kilos de frites à bout de bras. Abdel a désormais une douleur constante qui l'empêche parfois de dormir. Le bras, c'est une tendinite. Donc c'est une tendinite et à chaque fois, je prends le poste à frites, je sens cette douleur, et la nuit surtout. Alors que les 3 salariés travaillent dans des restaurants différents, tous font le même constat. Il y a un nombre important de collègues qui vont développer des maladies. Et on parle de personnes qui ne sont parfois pas très âgées, qui ont 30 ans, voire moins, qui sont là depuis quelques années. Il suffit des fois qu'on ouvre un frigo pour prendre juste une barquette de bacon qui pèse rien du tout, mais rien que le geste, et on reste bloqué. Bloqué? Bloqué complètement, oui. C'est arrivé qu'on appelle les pompiers même, où on ne peut même pas respirer, on n'arrive pas à respirer. C'est une douleur horrible, donc... Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous arriverez à retrouver votre corps d'avant McDonald's? Moi, je pourrais dire aujourd'hui, j'ai perdu 60% de mes capacités. Même Clara, la directrice adjointe, compte les blessures des salariés de son restaurant. Physiquement, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. T'es pas préparé à subir une telle cadence. Moi, à l'heure actuelle, je peux plus lever ce bras-là. J'ai des collègues, elles ont des problèmes de dos. J'en ai une, ça perd très bien, elle s'est tassée.
J'ai une autre collègue, je me rappelle, un jour, elle est venue me voir, elle pleurait, elle pouvait même plus se brosser les cheveux. Donc elle était obligée de s'incliner comme ça, prendre sa brosse comme ça et faire comme ça, parce qu'elle pouvait plus faire ce mouvement-là. Au-delà du manque d'effectifs et de l'organisation des postes de travail, ce qui blesserait les corps de certains salariés, c'est le rythme auquel ils répètent ces gestes. Nous avons mis la main sur un document interne de l'entreprise. Il impose aux salariés des cadences soutenues. La préparation de l'intégralité du repas ne doit pas prendre plus de 90 secondes, 1 minute et demie. Travailler chez McDonald's, c'est accepter de vivre avec un sablier devant les yeux en permanence. Chaque commande va être chronométrée par un timer qui est uniquement en secondes. Donc nous, on va vraiment que les secondes. Donc du coup, on va parler en secondes, on va parler de 180 secondes, de 300 secondes, de 600 secondes. Ces cadences ne sont pas visibles pour le client. Seuls les salariés y ont accès. Au moindre imprévu sur la chaîne, c'est... cauchemar en cuisine. Le retour. McDo te dit, tu dois faire vite, mais bien. Il faut que quand ton sandwich il arrive comme sur la photo. Mais moi, je peux pas te faire 90 secondes, c'est juste pas possible, c'est juste irréalisable. Et ils se rendent pas compte. Quand tu as les commandes, elles vous arrivent en rouge, moi, la première, je vais dire attention, tu as des commandes en rouge parce que c'est pas bien. Je mets cette pression. Vous dire que je la mets pas, c'est faux, ce serait hypocrite de ma part. Oui, attention, ta commande, elle est à 900 secondes parce que c'est un quoi que c'est moi qui vais prendre. Donc, je suis obligée, que je le veuille ou non, je suis formatée à te dire va vite. Rapidité et rentabilité. Les managers et les directeurs sont notés là-dessus. De tout cela dépendent leurs primes. Alors qu'elle est directrice adjointe avec 20 ans d'ancienneté, le salaire de base de Clara est de 2 400 € bruts par mois. Les primes peuvent lui apporter jusqu'à 540 € bruts par mois supplémentaires, à condition d'atteindre ses objectifs, bien entendu. On est tellement mal payé au McDo qu'on a besoin de cette prime. Donc, vous vous dites quoi? Ils vont courir un peu plus, on va courir, on le dit ouvertement. Voilà. Vous commencez maintenant à comprendre comment on se sent dans un uniforme McDonald's. Ce n'est pas un travail facile. Vous devrez parfois vous débrouiller avec un salaire de 500 € par mois. Mais il y a quand même un avantage. Les repas ne vous coûteront presque rien. Tu donnes la glace? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, merci. Dans la plupart des restaurants, le salarié paye l'équivalent de 80 centimes pour un repas complet. Ça tombe bien. Après un rush, Rebecca et ses collègues ont faim. Très faim. Mais rapidement, une autre équipière, arrivée il y a 15 jours chez McDonald's, lui coupe l'appétit. Hier, j'ai vu mon médecin, il m'a dit « Ah, vous avez pris 2 kilos, je t'en ai. » C'est McDo. Mais j'ai bon quand même en 2 semaines 2 kilos. C'est pas mal. Lorsque nous pensons à la nutrition chez McDo, nous pensons aux clients. Pourtant, les salariés en consomment bien plus régulièrement. Pas vraiment par choix, mais par nécessité. Si je ne mangeais pas McDo, ça me coûterait 50 € à chaque mois. Sur un salaire de combien, vous pouvez nous rappeler 700 € par mois. À terme, quels effets cette alimentation a-t-elle sur leur santé? Rebecca a travaillé 15 jours chez McDonald's. À chaque fois qu'elle y bossait, elle mangeait McDo. 5 fois par semaine. Double cheese bacon, nuggets, sans compter les frites, les boissons et les fringales de sucre après un service épuisant. Nous avons décidé de poursuivre ce régime 15 jours de plus pour évaluer l'impact sur son organisme. La veille de son embauche, Rebecca a fait des analyses. Puis, rebelote, après son mois de régime McDo. Bonjour. Bonjour. Venez, je vous en prie. Allez. Installez-vous. Merci. Le docteur Arnaud Cocolle est médecin nutritionniste. Pour nous, il va décrypter les analyses de Rebecca. Montrez-moi tout ça. Voilà. Donc voilà les résultats. Il commence d'abord par regarder les analyses qui datent d'avant son embauche. Rebecca est en bonne santé, elle mange d'habitude plutôt équilibré, mais sans se priver de rien. Le mauvais cholestérol est parfait, les transaminases sont parfaites, donc il n'y a rien du tout. Il n'y a rien d'inquiétant. Non, du tout. Mais en un mois, à raison de 5 repas McDo par semaine,
les résultats de ces analyses ont déjà changé. Le docteur Arnaud Cocolle est surpris par certaines d'entre elles. La glycémie, par contre, vous étiez à 0,86 g, vous passez à 0,95 g. C'est beaucoup, c'est... Au-delà d'un gramme 10, vous rentrez dans l'intolérance au glucose, et au-delà d'un gramme 26, on parle de diabète. Donc là, vous avez une glycémie qui reste dans les zones normales, mais ce qui est frappant quand même, c'est qu'au bout d'un mois, ça augmente rapidement, on peut dire. Deuxième constat, son taux de bon cholestérol a baissé. Mais là, quand même, vous dégradez quand même votre bon cholestérol, 0,85 g à 0,72 g en un mois, c'est quand même rapide. En fait, petit à petit, vous allez saturer vos organes périphériques avec du mauvais cholestérol. Donc, on peut avoir après de l'hypertension qui se greffe, on peut avoir du diabète qui se greffe, etc. En un mois, bien sûr, Rebecca n'a pas déclenché de diabète. Mais ce qui alerte le plus le nutritionniste, c'est son indice OMA. C'est un indice qui permet de déceler les signes avant-coureurs du diabète. L'indice OMA au départ était à 1,09 pour une normale en dessous de 2,25. Un mois après, on passe à 1,94. On se rapproche de la limite haute tolérable, donc ça rend compte certainement de modifications métaboliques. Et au bout d'un mois, vous avez pris du poids? J'ai pris 1,5 kg. 1,5 kg en un mois, ce qui est quand même relativement rapide, Ouais. alors que vous êtes stable habituellement. Oui, je suis stable, ouais. Oui, C'est et beaucoup, stable 1,5 kg. 1,5 kg, si vous faites l'expérience sur 10 mois, vous calculez. Oui, ça devient probant. Pour le docteur Cocolle, consommer des produits McDo doit rester exceptionnel. Manger de temps en temps dans un fast-food, c'est pas ça qui va vous rendre obèse. Mais manger quotidiennement dans un fast-food, oui, ça va avoir des perturbations nocives sur votre état de santé. Oui, ça va vous créer de nouvelles habitudes alimentaires. Oui, ça va générer des compulsions alimentaires. Vous allez vous remplir. C'est pourtant le mode de vie de la grande majorité des 2 millions de salariés McDonald's à travers le monde. Selon Antoine Gillon, 10 ans de repas McDo, plusieurs fois par semaine, ont mis à mal sa santé. Lorsqu'il a démarré, tout jeune, voici ce à quoi il ressemblait. Et entre cette photo et maintenant, est-ce que vous avez une idée du poids que vous avez pris? Oui, je sais, parce qu'à l'époque, je faisais à peu près 60 kilos. J'étais vraiment très maigre. Et j'ai très rapidement commencé à prendre du poids quand j'ai commencé à travailler chez McDonald's. Je crois que je me suis retrouvé à 73 kilos dès mes 2 premières années. Et aujourd'hui, je fais 100 kilos. Je suis en obésité. Aujourd'hui, Antoine se sent très vite fatigué, essoufflé. Il a des douleurs aux jambes. Mais McDonald's ne lui propose pas d'autre choix de repas. Une mauvaise alimentation, un contrat illégal et des services en sous-effectif, nous avons beaucoup de nouvelles questions. Comme McDonald's refuse toute interview, il va falloir se contenter de leur porte-parole. Monsieur Ronald, tout d'abord, savez-vous que des contrats illégaux sont parfois signés dans vos restaurants? Nous partageons avec nos franchisés l'attachement au respect rigoureux du droit du travail. Si un manquement à ce cadre devait être constaté, nous prendrions les mesures nécessaires pour faire respecter ces conditions conventionnelles. Merci. Nous nous permettrons de vérifier. Continuons. Nous avons rencontré des dizaines de salariés pour qui le système full restaurant a eu des conséquences sur leur santé. Qu'en dites-vous? Depuis la mise en place de la nouvelle organisation Full Restaurant, nous n'avons constaté aucun accroissement du nombre de cas de maladies professionnelles. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'un équipier doit réaliser un chiffre d'affaires par heure? Nous planifions les équipes en fonction d'un chiffre d'affaires prévisionnel pour faire face à l'affluence probable. En aucun cas, un salarié de l'enseigne n'a un objectif de chiffre d'affaires par heure à réaliser. Ronald, on va s'arrêter là. Après vos réponses écrites, on reste sur notre faim. Quand vous êtes salarié McDonald's, l'avantage, c'est que vous travaillez dans une entreprise qui se porte bien. Très bien même. Depuis son implantation dans l'Hexagone en 1979, McDonald's France a toujours réalisé des bénéfices. Et la bonne nouvelle pour les salariés, c'est qu'ils pourraient toucher en théorie une partie de ces bénéfices. Logique.
ils y ont contribué. Une idée de communiste? Pas du tout. Une idée de la France, et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Et il faut enfin que dans les entreprises, la participation directe du personnel aux résultats devienne une des données de base de l'économie française. Une idée immédiatement traduite par une loi en 1965. La participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices. Elle s'applique à toutes les entreprises de 50 salariés ou plus qui font des bénéfices. McDonald's se vante d'avoir 75 000 salariés. Chacun d'entre eux devrait donc toucher de la participation. Une participation qui serait bienvenue pour la majorité de ses employés au SMIC horaire et à temps partiel. Mais ce n'est pas forcément le cas, notamment chez les franchisés. C'est ce qu'a découvert Vincent Pasquier, ancien analyste financier devenu professeur à HEC Montréal. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez bien? Pas trop mal. Dans un rapport publié en 2017, signé par une ONG, React, et par la CGT, Vincent Pasquier décortique la méthode des restaurants McDonald's qui leur permet de ne pas verser cette participation aux salariés. McDonald's se vante d'employer plus de 70 000 salariés en France. Néanmoins, aux yeux de la loi et aux yeux du droit social, McDo arrive à se faire passer pour une kyrielle de petites entreprises. Donc, pour 9 salariés sur 10 de McDonald's, ils ne sont pas directement salariés de McDonald's France, mais ils sont salariés d'un petit franchisé. La plupart de ces franchisés possèdent entre 3 et 4 restaurants McDonald's. Donc, de fait, ils possèdent quand même des entreprises qui ont plus de 50 salariés. Donc, les salariés McDonald's de ces franchisés devraient quand même toucher de la participation. D'une part, McDonald's lui-même saucissonne son système en autant de franchisés. Chaque franchisé détient 3 restaurants. Et chacun des franchisés qui détient 3 restaurants, lui-même, plutôt que de se faire passer comme un seul et même groupe, essaye de se faire passer aux yeux de la loi comme 3 entités distinctes qui n'ont pas de lien entre elles. Concentrons-nous sur ces franchisés qui ont lancé un nouveau produit, le Mac Saucisson. Prenez une grosse franchise avec 3, 4 ou 10 restaurants et découpez-la en tranches fines. Le secret ? Restez en dessous de la barre des 50 salariés à temps plein. Comme ça, pas besoin de verser de participation. On pourrait parler d'optimisation sociale, dans le sens où McDonald's se conforme à la lettre de la loi, mais il contourne complètement l'esprit de la loi sur la participation, dans le but, tout simplement, de moins payer ses salariés. Comment est-ce que nous, on peut s'y prendre maintenant pour recalculer ce manque à gagner des salariés? Je vous préviens, c'est un travail de fourmi. Il y a à peu près 1 millier de sociétés qui hébergent des restaurants McDonald's. Pour savoir combien ces restos doivent verser de participation, eh ben, il faut aller chercher les comptes de toutes ces sociétés. Vous pensez qu'on en a pour combien de temps, là, grosso modo? Ça peut se chiffrer en mois. Bon courage. Ben, on va s'y mettre, hein, voilà. Merci. Vincent Pasquier a raison. Ça va nous prendre 3 mois. Première étape, trouver les adresses de tous les restaurants McDonald's et vérifier sur les sites spécialisés le nom de la société qui se cache derrière chacun d'entre eux. Alors là, je suis en train de chercher un établissement McDo qui est situé à Carcassonne. Alors oui, ouais, il y a bien un McDo là. Alors celui-là, c'est bon, je vais le rajouter dans la base. Ensuite, il faut regrouper tous les restaurants qui appartiennent au même franchisé. Puis, plonger dans les comptes de toutes ces sociétés, enfin, celles qui publient leurs comptes, et voir lesquelles font assez de bénéfices pour être susceptibles de donner de la participation aux salariés. 3 mois plus tard, voici le résultat pour l'année 2019. Sur plus de 1400 restaurants que nous avons identifiés, seuls 868 ont publié leurs comptes. Parmi eux, 83% devraient verser de la participation à leurs salariés s'ils avaient rassemblé leurs restaurants en une structure. Sauf qu'ils ne le font pas. Quelle somme les salariés de ces restaurants auraient-ils pu toucher ?
Allez-y, Jonathan, Quentin, entrez, je vous en prie. Nous décidons de montrer nos résultats aux principaux intéressés. Je vous laisse découvrir. Pas à tous, évidemment. Sinon, on aurait dû louer un stade. Jonathan et Quentin ont tous les deux travaillé dans des restaurants McDonald's. C'était leur premier emploi. Et devant ces chiffres, ils sont un peu perplexes. Ça éveille la curiosité, envie d'en savoir un peu plus. Je vous en prie. Allez, montez sur l'estrade. Et puis, vous allez essayer de retrouver le nom du franchisé pour lequel vous avez travaillé. Quentin, est-ce que vous le voyez, vous, le nom? Avancez-vous. Oui, Alors, donc, c'est Bernard Simenauer. exactement. OK. Et il va tout en bas. Et alors, si on compte pour le coup, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20. 20 restaurants pour le même franchisé. Et alors, vous, pour le coup de Jonathan, vous voyez le nom de votre franchisé? De là jusque là. Donc, 10 restaurants pour votre franchisé à vous. Jonathan et Quentin travaillaient donc tous les deux pour des franchisés saucissonneurs. D'après nos estimations, le patron de Jonathan employait en 2019, sur ses 10 entreprises, un total de près de 400 salariés en équivalent temps plein. Celui de Quentin, plus de 800 sur ses restaurants. Sans indiscrétion, est-ce que je peux vous demander quel était votre salaire net mensuel à tous les deux en fonction de vos horaires? Moi, j'ai commencé à 24 heures semaine. Ouais. Et du coup, j'avais une paye entre 700 et 750 euros à peu près. D'accord. Et vous, Jonathan? Moi, j'ai commencé en 24 heures semaine et j'avais une paye d'à peu près 820-850 euros net par mois. Et comment on vit avec un salaire comme ça? Ouais, on survit plus qu'on vit, hein, mais on se débrouille, on essaye de faire avec. Mais vous aviez conscience que vous étiez en dessous du seuil de pauvreté? Sur le moment présent, non, moi je ne l'étais pas du tout. Je pensais toujours qu'il y avait pire ailleurs et je faisais avec ce que j'avais. Et vous? Moi non plus, je faisais pas attention. C'est vrai qu'il y a pire, on voit toutes les personnes qui sont à la rue, on se dit on pourrait être pire, on pourrait être comme eux. Donc on se sentait déjà pas mal par rapport à ça. Est-ce que vous avez touché, lors de vos mois ou années de travail à McDonald's, une prime de participation? En tant qu'équipier, j'avais rien. Et vous, Jonathan? Non, j'ai jamais entendu parler de la prime de participation. C'est aujourd'hui que je la découvre, mais j'ai jamais vu ça sur ma fiche de paie. D'après nos calculs, Jonathan aurait pu toucher une prime de près de 750 euros, soit près d'un mois de salaire, rien que pour l'année 2019. Comment vous réagissez? Ça m'a fait plaisir de les avoir. Ça fait une sacrée somme, mine de rien. Ça aurait mis du beurre dans les épinards, comme on dit, mais c'est la preuve que McDonald's gagnera toujours sur nous et puis cherchera toujours à gagner de l'argent sur ses salariés en général. On a fait le calcul pour vous, Quentin. Pour les 2 ans et quelques mois où vous avez travaillé chez McDonald's, le manque à gagner est de 2 480 euros. C'est énorme. Ça m'aurait aidé, beaucoup aidé à cette époque-là. J'aurais fait des courses mieux, j'aurais mieux mangé. Je ne me serais pas restreint sur des choses, sur des cadeaux à ma famille, sur des trucs de la vie courante, qu'on se restreint pour finir la fin du mois. Et vous, Jonathan? Pour moi qui vois tous ceux qui travaillent encore, pour moi qui ai travaillé, ça aurait fait du bien à tout le monde. Ça aurait permis à tout le monde de mieux vivre et puis de moins stresser au travail, d'avoir des gens plus détendus, à pas vouloir taper des heures, à pas être dégoûté de vouloir travailler pour un salaire qui est très 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 bas. Ces chiffres vont rester quand même gravés dans ma tête. Je vais en rêver ou en faire des cauchemars d'ailleurs. Mais je me dis qu'on aurait pu faire pas mal de choses quand même avec cet argent. Ouais. Ben, merci à vous deux. Merci. Merci. Nous avons demandé aux anciens patrons de Quentin et Jonathan pourquoi ils ne versaient pas de participation à leurs salariés. Le premier n'a jamais répondu. Le second a certes répondu à notre courriel, mais pas à notre question. En revanche, il nous assure que le dialogue social est permanent dans chaque restaurant. En 2017, des employés ont eu gain de cause.
la justice a condamné un franchisé parisien à regrouper ses 3 restaurants en une seule entité. Depuis, ses salariés ont bel et bien touché de la participation. Vous vous dites, ah, ces franchisés, ils sont vraiment trop gourmands. Mais attendez un peu de voir à quelle sauce ils sont eux-mêmes cuisinés par Ronald. Il a construit sa fortune grâce à eux. On vous embarque aux États-Unis. Vous allez découvrir que McDonald's n'est pas seulement un empire de burgers. C'est surtout grâce aux franchisés un empire immobilier. L'enseigne compte 14 000 restaurants d'est en ouest. Le premier a ouvert en 1940 en Californie, vers San Bernardino. Les patrons, les frères McDonald's. Vous n'avez jamais entendu parler d'eux? Normal. Ils ont été les premiers perdants du système McDo. Aujourd'hui, il ne reste plus grand monde pour raconter leur incroyable histoire. Une histoire qui mêle argent et trahison. Hi Jason. Bonjour Jason, nous serons là dans 3 minutes. See you, bye. En plein cœur du Massachusetts, nous avons retrouvé l'un des 2 descendants des frères pionniers de la restauration rapide. Jason French est le petit-fils de Richard McDonald's. Hi Bonjour, Jason. Nice to ravi meet de you. vous rencontrer. Come as Venez you are. comme vous êtes. Vous savez que c'est le slogan de McDonald's en France? Slogan of McDonald's in France. Ah bon? Oui, vous ne saviez pas? Non, non, je ne savais pas. Il vit ici avec sa femme et les photos de ses aïeux. Ça, c'est mon grand-père Richard, avec sa femme Dorothée. De la grande histoire McDonald's, Jason et sa famille ne gardent que quelques souvenirs. Ses aïeux ont dû se séparer de leur restaurant il y a maintenant 60 ans. C'est le vrai chèque de la vente de McDonald's. Le montant était de 2,7 millions pour que chaque frère ait 1 million. Le reste couvrait simplement le montant des taxes. Ça ne paraît pas grand-chose par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. Oh oui, vous imaginez? Ça doit être leur chiffre d'affaires mondial en 5 minutes. Non, Jason, vous exagérez. Pas en 5 minutes, plutôt en 1 heure. Ce chèque est le dernier chapitre d'une histoire qui a débuté dans les années 40. 2 frères, Richard et Maurice McDonald's, avaient un restaurant avec des serveuses en patins à roulettes, apportant les plateaux repas directement dans les voitures. En plein succès, ils décident de fermer le restaurant. Les frères McDonald's veulent inventer un nouveau concept, le fast-food. Tout est pensé dans les moindres détails. Ils ont réduit le menu. Il n'y avait plus que 9 choix. Et mon grand-père a inventé le Speedy System, avec un minimum d'employés nécessaires en cuisine. Il a travaillé avec un fournisseur de restaurants pour inventer des grilles qui étaient beaucoup plus larges que ceux qui existaient déjà. Ils ont aussi inventé des petites machines qui délivraient la dose exacte de moutarde et de ketchup. Comme ça, vous pouvez faire gicler la bonne dose de sauce sur chacun des burgers. À la réouverture, les clients se ruent de plus belle chez les frères McDonald's. Le succès est tel qu'il attire l'attention d'un homme, Ray Kroc. Ce vendeur de machines à milkshake est surpris qu'un petit restaurant californien lui en commande plusieurs d'un coup. Intrigué, il traverse le pays pour se rendre sur place. L'épopée McDonald's prend alors un nouveau tournant. J'ai été épaté. J'ai fait la queue avec les autres clients. Je n'avais jamais fait la queue pour un hamburger. Les clients m'ont dit, vous n'allez pas le regretter. C'était très simple, très contrôlé, très propre, très organisé. Je me suis dit ça, c'est pour moi. Donc, je leur ai tout de suite proposé d'en ouvrir plus. Ils ont trouvé un accord et il est devenu leur responsable de franchise. Il a commencé à ouvrir des restaurants. Pour chaque nouvelle franchise qu'il ouvrait, mon grand-père et mon grand-oncle recevaient un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les ventes. Ray Kroc, lui, recevait une unique commission pour avoir finalisé l'ouverture du restaurant.
Ils trouvaient que Ray était un gars solide et ils ont eu de bons rapports professionnels pendant 10 ans. Avec Ray Kroc, le territoire commence à se couvrir de restaurants McDonald's. Mais il estime qu'il ne gagne pas assez comparé aux deux frères. Jusqu'à ce que son comptable trouve un nouveau filon. Ils vont créer une société immobilière qui achète des terrains, construit les restaurants et les loue aux franchisés. Chaque mois, Ray Kroc touche non seulement la commission des frères McDonald, mais, grâce à la nouvelle société, il empoche en plus des loyers. L'homme amasse beaucoup d'argent. Et cette activité échappe totalement au fondateur. C'est le début du divorce. Mon grand-père vieillissait et la santé de son frère commençait à décliner. Alors ils ont cherché un accord de sortie. La seule clause qu'ils voulaient, c'était de pouvoir garder leur premier restaurant à San Bernardino. Et oui, ils ont pu le garder, leur restaurant. Mais Ray leur a interdit de garder le nom de McDonald's dessus. Ils n'avaient plus le droit de l'appeler comme ça. Même si c'était le nom de votre grand-père et de son frère? Exactement. Et ensuite, Ray a ouvert un McDonald's juste à côté. À côté du premier restaurant? Oui. Ils ont fini par devoir fermer le restaurant, faute d'activité, parce que tout le monde allait chez McDonald's, au bout de la rue. L'empire du Big Mac est fondé sur ce joli tour de passe-passe. Une fois débarrassé des frères McDonald, Ray croque l'Amérique à pleines dents. Les restaurants franchisés poussent comme des champignons. Aujourd'hui, sur certaines aires d'autoroute, c'est même le seul choix de restauration possible. Croyez-nous, on en a fait les frais. Le système repose donc sur des milliers de franchisés indépendants. Ils représentent 95% des restaurants McDonald's aux États-Unis. Et certains d'entre eux se retrouvent parfois étouffés financièrement. Ils versent chaque mois 3 redevances. La première sert à financer la publicité. La deuxième, c'est pour l'utilisation de la marque et du système McDonald's. La troisième, c'est le loyer, la location des restaurants. C'est la redevance la plus importante, la spécificité de McDonald's. À Miami, un avocat a analysé les relations entre la marque et ses franchisés. Bonjour, nous avons rendez-vous avec Jim Ferraro. Ok. Un ténor du barreau. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Comment ça va? Ah, vous filmez déjà? Je n'ai même pas fermé mon veston. En attendant que Jim se reboutonne, nous admirons la déco. Jim Ferraro est un ami des stars et de quelques présidents. Mais revenons à notre affaire. Habitué des contrats de franchise, Jim Ferraro juge très sévèrement le système de Ronald. Ils ont toutes les cartes. Ils détiennent le pouvoir. C'est le contrat le plus difficile qui existe envers les franchisés. C'est presque un hold-up. Ses clients, 77 hommes et femmes, tous anciens gérants de restaurants McDonald's aux États-Unis. Jim Ferraro s'est plongé dans les contrats de McDonald's afin de comprendre ce système de triple redevance. En voici le détail. Ils demandent de verser environ 4% du chiffre d'affaires pour financer la publicité, plus 4% pour les frais de service. Et vous vous dites, ok, pourquoi pas, c'est équitable. Mais ensuite, ils demandent ce qu'ils appellent le loyer. Et ça aussi, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Normalement, un loyer, c'est fixe. Ça ne varie pas en fonction de l'argent que vous gagnez. Ce pourcentage est décidé par McDo, la plupart du temps sans négociation possible. Difficile de connaître ce chiffre secret. Mais d'après nos calculs et certains témoignages, il serait en moyenne de 14%. Aux États-Unis, certains restaurants ont payé jusqu'à 28% de leur chiffre d'affaires juste pour le loyer. Tout ça est un peu théorique. Nous, ce que nous aimerions savoir, c'est combien McDonald's empoche et combien le franchisé gagne à la fin de l'année. Jim Ferraro accepte de nous montrer les comptes d'un client.
En gros, à la fin de l'année, mon client a fait un bénéfice de 23 000 $ pour un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dollars. Et cette même année, combien a-t-il versé en redevances? Alors, pour la pub, 79 000 $. Pour la redevance de service, c'est 83 000 $. Et pour le loyer, 276 000 $. Les redevances représentent 20 fois plus que l'argent empoché par le franchisé pour l'année. Et ça, c'est une année pas trop mauvaise. Regardons 2019. Le franchisé a un résultat négatif, un déficit de 56 141 $ pour un chiffre d'affaires d'1,5 million. Dans le même temps, il a versé 44 000 $ pour la pub, 64 000 pour la redevance service et 222 000 $ de loyer. Donc le système McDonald's s'est fait 322 000 $ pendant que le franchisé en perdait presque 60 000. Donc si le franchisé gagne, McDonald's gagne. Et si le franchisé perd, McDonald's... McDonald's gagne quand même. McDonald's gagne dans tous les scénarios. McDonald's ne perd jamais. McDonald's gagne à tous les coups, car les redevances sont toujours calculées sur le chiffre d'affaires et non pas sur les bénéfices. Imparable. En plongeant dans les comptes, nous remarquons aussi que McDonald's tire l'essentiel de ses revenus en étant propriétaire. Vous pensez que McDonald's est toujours un empire du burger? Non, c'est plutôt un empire immobilier. En fait, c'est une des plus grosses entreprises d'immobilier aux États-Unis, si ce n'est la plus grosse. Ils sont dans le secteur du foncier, mais subventionnés par les burgers. Avec leurs 39 000 restaurants dans le monde, McDonald's s'assure donc une grosse rente. Mais ce n'est pas tout. Le franchisé doit apporter une mise de départ, parfois près d'1 million de $, notamment pour payer la construction du restaurant. McDonald's va acheter le terrain et ils vont demander à vous, le franchisé, de payer pour la construction. En fait, c'est comme si je vous proposais d'être la locataire de ma maison. Sauf que je vous dis, c'est vous qui allez la construire pour moi. Vous allez payer pour la construire, près d'1 demi-million de $. Et ensuite, je vais vous louer cette maison que vous avez construite, mais qui m'appartient. Voilà, c'est ça en fait leur système de franchise. Aux États-Unis, ce fonctionnement est légal. Mais il s'appliquerait avec encore plus de dureté aux franchisés afro-américains. En épluchant leur contrat, l'avocat a découvert que McDonald's les cantonnerait à des restaurants bien moins rentables que la moyenne nationale. Il attaque donc McDonald's pour discrimination envers les franchisés noirs. Parmi eux, Ken Manning. Son dernier restaurant était ici, dans un quartier malfamé de la banlieue d'Atlanta. C'était un restaurant très peu rentable. Et ici, le taux de criminalité du quartier est très élevé. On a eu quelques braquages et une fusillade une fois de l'autre côté de la rue. Une balle a même traversé la vitre de la vente à emporter. Elle est ressortie de l'autre côté du restaurant. D'après les données, les Afro-Américains se retrouvent avec les restaurants qui ont un chiffre d'affaires bien plus bas que la moyenne nationale. Le divorce entre Ken et McDonald's a eu lieu en 2017, lorsqu'il s'est séparé de ce dernier restaurant, poussé vers la sortie par la direction de l'entreprise. Pourtant, Ken Manning a fait partie des plus gros franchisés de sa région. Et durant des décennies, il considérait McDonald's comme sa famille. Ça, c'est une partie de mes récompenses professionnelles. Le moment le plus dingue, c'est quand je suis allé à la Maison-Blanche. Et celui-là, c'est pour avoir relevé les défis les plus difficiles. C'était en 2010. On dit qu'on est la McFamily. On travaille tellement d'heures, on finit par avoir du ketchup dans les veines. Ken a passé 41 ans au service de McDonald's
gravissant pas à pas l'échelle de la réussite sociale de l'empire du burger. J'ai commencé le 21 septembre 1976, juste après l'anniversaire de mes 16 ans. J'ai été embauché dans un McDonald's du Queens à New York. Je devais faire la plonge. Devenir franchisé, ça a toujours été votre rêve, votre but? Oui, très tôt. En 2001, il devient franchisé. Il achète 3 restaurants qui tournent à merveille. Jusqu'au jour où, en 2009, McDonald's lui fait une proposition. Lâcher ses restaurants pour en acheter 15 autres, en Alabama, très loin de chez lui. J'ai regardé les comptes. Je savais que ça allait être un travail, un investissement de longue haleine. C'était des restaurants qui faisaient un petit chiffre d'affaires. Certains étaient même en déficit. Et ils n'étaient pas bien entretenus. Selon Ken, McDo insiste lourdement pour qu'il prenne cette gérance. Même s'il hésite, il finit par accepter et s'endette. Mais dès la première année, McDonald's lui aurait imposé des travaux colossaux dans 3 de ses restaurants. Tous les moyens sont bons pour vous obliger à refaire le restaurant. Comme quoi? Ils vont vous faire des inspections quotidiennes, jusqu'à ce que vous acceptiez de reconstruire. Ils vous colleront de mauvaises notes. Croyez-moi, vous n'aurez pas le choix. Ken se débat pendant 2 ans, avec ses petits McDo peu rentables. La situation est déjà difficile, elle devient intenable. Chez McDonald's, ils m'ont dit qu'ils allaient ouvrir un autre restaurant à côté. Et ce nouveau restaurant, est-ce qu'il allait vous revenir ou non? Non, pas du tout. Ils ne m'en avaient jamais parlé. Ils l'ont proposé à quelqu'un d'autre. Et ce restaurant a fait directement concurrence à l'un des miens. Certains de nos clients sont confrontés à ce problème. La plupart des contrats de franchise dans d'autres enseignes garantissent une zone de non-concurrence. C'est votre territoire. La franchise ne garantit pas seulement le restaurant, mais un territoire qui va avec. Mais McDonald's ne fait pas ça. Ils peuvent mettre des restaurants où ils veulent. Et ça, c'est vraiment mal. C'est l'une des clauses les plus dures. J'ai des clients dont le restaurant avait un chiffre d'affaires de 2,4 millions. McDonald's a ouvert un autre restaurant tout près. Ils sont tombés à 1,8 million. On peut se demander l'intérêt de McDonald's de faire concurrence à l'un de leurs restaurants s'il marche bien. Alors, laissez-moi vous expliquer. S'il y a un restaurant McDo qui fait 3 millions, et que moi, McDo, j'ouvre un autre restaurant à 2 km de là qui fait 2 millions. Le restaurant qui faisait 3 millions n'en fait plus que 2. Mais avec les 2 restaurants, vous arrivez à 4 millions. Et 4, c'est mieux que 3. C'est tout ce qui leur importe chez McDonald's. Nous avons sollicité le siège de McDonald's aux États-Unis. Ils nous ont répondu qu'ils contestaient cette plainte et que les faits montreraient que McDonald's n'a pas pratiqué de discrimination envers les plaignants ou tout autre franchisé noir. Après notre périple au pays du burger, nous voulons savoir si en France, les franchisés sont logés à la même enseigne. Nous avons tenté de parler à plusieurs d'entre eux. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler parce que je m'intéresse à l'histoire de McDonald's et notamment à son système de franchise. Je suis vraiment désolée, j'ai très peu de temps. Non, mais j'en ai vraiment pas pour longtemps en fait. Je me demandais juste comment ça se passait tout simplement. Au revoir. Le problème, c'est qu'on est dans un système un peu verrouillé. D'accord. On autorise à parler sans l'accord de notre agence de communication. Merci, au revoir. Nous avons alors appelé d'anciens franchisés. L'une d'entre elles nous a raconté que son expérience avec McDonald's l'aurait menée à sa ruine. Quand vous prenez un restaurant, on vous donne un compte d'exploitation provisionnel. On vous dit voilà, ce restaurant, il va faire tant de chiffre d'affaires, d'après nos calculs, etc. C'était sur 20 ans. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, vous aviez gagné d'argent, vous allez vous en sortir. Tandis que
En ce qui me concerne, ils ont ouvert beaucoup de restaurants en même temps dans mon secteur. Et le chiffre d'affaires n'était plus là parce que on ne multiplie pas la clientèle comme ça du jour au lendemain sur un petit secteur, c'est pas possible. Et vous avez une idée de combien tout ça, ça a pu vous coûter? Ça a coûté ma vie, hein, parce que moi, ils m'ont détruit complètement. Et j'ai fait un interdit bancaire. Qu'est-ce que vous voulez refaire votre vie, là? C'est impossible. Et j'ai essayé de reconstruire quelque chose. Et chaque fois que je faisais des demandes de crédit, c'était refusé. Ça a coûté la vie de ma famille, puisque j'ai divorcé, puis les enfants n'ont pas pu continuer les études. L'histoire rappelle celle de Ken Manning et de nombreux autres franchisés américains. Nous nous sommes procuré un contrat entre McDonald's et un franchisé français. Il date de 2015 et court jusqu'en 2035. Le pouvoir de la firme américaine s'y lit noir sur blanc. Les 3 redevances sont bien là. 4% du chiffre d'affaires brut pour la publicité, 5% pour le système McDonald's, et pour ce franchisé, le loyer est de 14%. Le contrat stipule également que McDonald's peut s'implanter où il le souhaite, puisque le franchisé ne bénéficie d'aucune exclusivité territoriale. Les salariés des restaurants, les franchisés, vous pensez maintenant tout savoir sur McDonald's. Pourtant, il nous reste un lieu à explorer, le cœur du réacteur, le siège. Eh oui, parce que McDonald's, ce n'est pas que des restaurants. C'est aussi du personnel qui s'occupe du marketing, des ressources humaines, de la paye. Et visiblement, leurs effectifs ont été mis au régime. D'après ce document interne, entre 2017 et 2019, ils sont passés de 508 à 452 salariés, une baisse de plus de 11% du personnel. Ces licenciements, mois après mois, laissent des traces chez les salariés qui restent. L'ambiance de travail se dégrade, au point qu'un cabinet d'experts est nommé pour évaluer la politique sociale de McDonald's. Au bout de 2 mois, l'experte rend son rapport. Il est sévère. Nous avons reconstitué la réunion entre elle et le responsable des ressources humaines de McDonald's. Le dialogue, tendu, est restitué mot pour mot. On sentait une détresse de certains salariés, on entendait des sanglots dans la voix. Certains salariés parlent de management par la terreur. Moi, je parle de management répressif. Certains parlaient même de disparition soudaine de collègues qui n'étaient pas expliqués. Il y a eu des décisions qui ont été prises par l'entreprise. Ça fait partie des décisions d'entreprise. Enfin, dire que ça fait partie de la vie de l'entreprise que d'avoir 5 licenciements le même jour en 2020, moi, je peux vous dire que je n'ai jamais vu ça et j'en suis à 50 expertises. Le service dont elle parle, la paye. Une petite équipe soudée d'une dizaine de personnes. Le même jour de février 2020, McDonald's en licencie la moitié. Parmi eux, 3 ont accepté de nous parler. Il y a Irène, qui travaillait là depuis 17 ans, et ses 2 collègues, qui ne veulent pas être reconnus. Nous les appellerons Eric et Caroline. J'ai appris que j'allais être licenciée le 24 janvier 2020. Moi, j'étais en télétravail et une collègue a envoyé une photo de son courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement. Du coup, je me suis dit que j'allais regarder aussi dans ma boîte aux lettres et effectivement, j'avais le même courrier. Et donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai appelé à la maison et mon conjoint m'a confirmé que j'avais une lettre recommandée à la maison qui m'attendait. Vous recevez tous le même jour vos courriers? Tous le même jour. C'est une journée qui est terrible, en fait, qui est très dure à vivre. Pourtant, nous, on va continuer à travailler, l'air de rien. Et sur le coup de 17 heures, en fait, nos accès vont être coupés. C'est-à-dire que d'un seul coup, notre messagerie ne va plus fonctionner, on n'aura plus accès à rien. Donc là, c'est un peu complexe, on ne comprend pas trop. Ils n'ont pas le droit de revenir avant leur entretien préalable au licenciement, qui aura lieu 15 jours plus tard. Choqués, les salariés rentrent chez eux, après avoir ramassé leurs effets personnels.
Eh bien, c'est justement ce que McDonald's va leur reprocher, ce qui va motiver, entre autres, leur licenciement. Nous nous sommes procuré l'enregistrement de ces convocations avec leur DRH. C'est lui que l'on entend sur ce fichier audio. J'ai eu la surprise de te croiser dans les couloirs des bureaux de paye avec un grand sac contenant, de ce que j'ai pu en voir, un pot de fleurs, donc des objets divers et variés, augurant manifestement d'un départ définitif de ta part de la société, avant même qu'on ait pu s'expliquer aujourd'hui. Donc ça, on est d'accord, c'est l'un des motifs qui vous a fait être licencié. Tout à fait. Ils m'ont reproché d'être partie avec mon pot de fleurs, et mes lunettes que je porte quand même 16 heures sur 24. Pour Eric, le premier motif de licenciement est aussi très original. J'ai constaté que tu évitais soigneusement et ostensiblement de me saluer le matin et de me saluer le soir en partant, ce qui traduit à l'évidence une volonté de manifester une hostilité à mon encontre. Là, donc, c'est le DRH, en fait, qui vous accuse de ne pas lui dire bonjour, c'est ça? Voilà. Là, on se demande dans quelle dimension on pénètre en fait d'un seul coup, puisqu'en fait, le premier reproche de ne pas lui serrer la main, de ne pas lui dire bonjour, c'est juste faux déjà à la base. Et deuxièmement, on se dit, on ne peut pas sortir ça dans un entretien de licenciement. Déjà, c'est pas possible. Les griefs envers Eric ne s'arrêtent pas là. Lui aussi a osé prendre ses affaires lorsqu'il a reçu sa lettre de convocation. J'ai eu la surprise de te croiser dans les couloirs des bureaux de paye avec un grand sac contenant des accessoires en tout genre, augurant manifestement d'un départ définitif de ta part de la société. Ce sont des tasses, des mugs, tous les cadeaux que j'ai eu depuis 14 ans. Quand je te croise avec ça, tu comprendras que c'est un petit peu surprenant, alors qu'on ne s'est pas expliqué, qu'on s'est prévu aujourd'hui, et que je te vois déjà commencer à débarrasser ton bureau. Qu'est-ce que vous ressentez en réécoutant cet entretien? Le fait qu'on vous reproche d'être parti avec donc des mugs. Il fallait trouver des motifs et remplir la lettre de licenciement en mettant le plus possible. Les motifs de reproche envers Caroline, eux, concernent bel et bien son travail. Mais selon elle, ils sont pour certains totalement faux. 3 janvier 2020, tu étais en télétravail. Après investigation, il s'avère que tu as été connecté à cette date de 10h à 16h10, ce qui n'est pas conforme à l'horaire de travail qui était applicable. Lors de cette journée, je continue parce que encore une fois, c'est un tout. Tu as envoyé en tout et pour tout de ta boîte mail pas plus de 10 mails, le dernier étant parti de ta boîte mail avant 10h30. Alors, c'est faux, puisque j'ai la preuve, on a un système où on pointe, et donc ce jour-là, j'ai pointé de 8h15 à 16h10. C'était une journée de 8 heures de travail. C'était une journée normale. Ensuite, mon travail ne se limite pas à l'envoi de mails. J'ai travaillé sur des dossiers et j'ai même terminé des dossiers. Le DRH ne semble écouter aucun de ses arguments. Alors Caroline tente de l'alerter sur sa situation personnelle. Est-ce qu'il y a d'autre chose? Je voulais savoir si vous connaissiez ma situation personnelle. Je suis veuve avec 3 enfants. Je ne le note pas puisque je le sais. C'est pour ça que vous ne voyez pas noter. En conclusion, tous les salariés auront droit à la même phrase de la part de leur DRH. La dernière qu'ils entendront de toute leur carrière dans l'entreprise. À ce jour, nous tentons encore de la déchiffrer. Un tel comportement va à l'encontre de ton rôle d'ambassadeur de la qualité de notre service, de ton devoir d'accompagnement, de performance, du construire ensemble, qui sont pourtant les valeurs clés de notre entreprise, afin d'assurer l'excellence de notre service, qui doit s'inscrire impérativement dans une relation contractuelle client-fournisseur de confiance, en vue de la satisfaction totale de notre client final, ce que tu ne peux en aucun cas ignorer. Aujourd'hui, cela fait 2 ans qu'ils ont été licenciés. Ils ont attaqué McDonald's devant les prud'hommes. Comment Ronald justifie-t-il ces licenciements? Ces cas particuliers faisant l'objet d'une procédure juridique,
Nous ne pouvons commenter plus précisément, car nous réservons nos arguments à l'autorité judiciaire. Selon nos informations, McDonald's a entamé des négociations avec ses anciens employés pour éviter la casse prud'homme. L'avocat de l'entreprise aurait expliqué qu'il attendait de voir ce numéro de cash investigation pour transiger, ou non, avec les salariés licenciés.